Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril, nous sommes un vendredi et c'est donc le premier vendredi du mois, le jour du NFP, les Non-Farm Payroll, les fameux chiffres mensuels du chômage américain. Comme je vous l'ai expliqué hier, la séance d'hier était d'importance puisque c'était la dernière du trimestre. Cette séance d'aujourd'hui est également d'importance puisque c'est la première séance du mois. En plus de cela, c'est le NFP. En plus de cela, nous sommes un vendredi. Donc on peut avoir de la forte volatilité et potentiellement des signaux sur de nombreux actifs puisque nous avons vu hier que l'euro-dollar, l'or, le pétrole, les indices boursiers étaient tous à la croisée des chemins. Il semblerait que les indices boursiers prennent la direction du sud, mais cela devra être confirmé cet après-midi par des cassures après les chiffres du NFP. Donc nous allons voir tout cela dans cette matinale. Le titre du jour est Relance du bear market sur le Nikkei. En effet, l'indice japonais est le plus baissier des indices que l'on ait étudiés ces dernières semaines. On a vu que le SP500 était résilient, que le DAX était le plus fort des indices européens, que le CAC était à la peine et que l'indice japonais, le Nikkei, était quant à lui fortement baissier. Le Nikkei a relancé à la baisse, les indices européens ont gapé à la baisse et mettent en danger les supports ce matin. Les indices américains, eux, se sont juste repliés sur des supports. Nous allons voir donc cet après-midi si les indices se sont juste fait des frayeurs et relancent à la hausse ou si au contraire, après 6 semaines de hausse pratiquement consécutives sur les indices américain, eh bien, nous allons potentiellement repartir à la baisse. Bienvenue à tous, en tous les cas, pour cette matinale. Et nous allons ce matin faire un point rapide sur tous les actifs que nous avons vus hier pour bien définir ensemble les seuils à surveiller cet après-midi. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme d'habitude à me poser des questions tout au long de cette présentation. Sachez également que nous allons nous retrouver à 14h15 pour un live NFP. Si vous vous êtes enregistré lors des précédentes sessions, vous n'aurez juste qu'à recliquer sur le lien. Sinon, vous allez sur le site CMC Market dans la rubrique formation pour vous inscrire. Comme d'habitude, dans cette matinale, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme et je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité, le premier trimestre a été baissier sur les indices européens. Le CAC 40 a perdu 5,43% et le DAX a perdu 7,24%. Oui, à partir du 11 février, un beau rebond technique s'est opéré sur les marchés européens, mais vous aurez remarqué que depuis 2-3 semaines, ces fameux indices européens n'arrivent plus à monter, et alors que les indices américains commencent à se replier, les indices européens pourraient potentiellement fortement repartir à la baisse, dans le sens de la tendance de fond, si je puis me permettre. Les dividendes des sociétés du SP500 ont diminué au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2015 et ils mettent fin à un cycle de 7 hausses trimestrielles d'affilée. Donc il faut bien comprendre que depuis 2 ans, les chiffres américains et les dividendes des sociétés, les résultats des sociétés étaient en permanente hausse. Cette année, en 2016, les résultats des entreprises américaines sont attendus en baisse par rapport au 2015 et les dividendes des sociétés du SP500 sont également en baisse. Donc on a bien un retournement au niveau des fondamentaux de moyen long terme. Et c'est pour cela que en début d'année, on a fortement baissé et que malgré le rebond de ces dernières semaines, j'ai continué à vous dire que fondamentalement, les risques de reprise baissière étaient forts, mais que nous allions attendre techniquement des cassures de support pour pouvoir parler de reprise de la tendance baissière.
Ce n'est pas encore le cas, pour l'instant on se fait des frayeurs, mais soyons sur le qui-vive, la baisse pourrait reprendre à tout moment, puisque comme nous l'avons vu dès le début de l'année 2016 ensemble au quotidien dans cette matinale, tant que le CAC 40 sera sous la zone des 4580-4640, soit son gap baissier annuel, les perspectives 2016 seront baissières, statistiquement parlant. Les marchés européens donc ont terminé en baisse hier, les banques italiennes inquiètent de nouveau. L'agence de notation Standard & Poor's a dégradé les perspectives de la Chine de stable à négative et vous n'êtes pas sans savoir que la Chine était le point noir l'été dernier et également une des raisons de la chute en ce début d'année. Donc le fait que Standard & Poor's dégrade les perspectives de la Chine n'est pas positif pour la suite. Une enquête Reuters prévoit une moyenne de 38,60 $ pour le baril au deuxième trimestre. Donc, nous venons effectivement d'avoir un beau rebond technique de 27 $ à 40 $ sur le pétrole WTI. Sauf que maintenant que ce rebond a été fait, eh bien, la majorité des opérateurs, via cette enquête Reuters, nous expliquent qu'ils voient désormais une stabilisation des cours du baril. Alors généralement, les opérateurs voient plutôt le baril à la hausse. Le fait qu'ils le voient au cours actuel nous laisse sous-entendre que le baril pourrait baisser sous ce prix et peut-être revenir vers les 30 $ potentiellement. De la même façon, en début d'année, les gérants de fonds interrogés par Reuters, cette année en 2016, ne donnaient qu'un objectif de hausse moyen sur le CAC que de 8%, alors que les années précédentes, c'était autour de 10-15%. Et bien là, c'est pareil sur le pétrole. Le fait que les opérateurs voient le pétrole tout juste stable nous laisse sous-entendre un certain scepticisme et peut-être pessimisme. Et donc, il ne faut pas écarter le fait que le pétrole reparte à la baisse et tire ainsi de nouveau le secteur énergétique à la baisse. Et puis donc cette nuit, nous avons une forte baisse du Nikkei. Le Nikkei est impacté par la remontée du yen, ça on l'a vu tout le long de ces dernières semaines. Et puis il y a encore une publication décevante de l'indice Tankan. Tous les derniers chiffres japonais étaient inférieurs aux attentes. Les chiffres de production, les chiffres de consommation, les chiffres d'inflation, les chiffres de croissance. Le Japon n'est vraiment pas dans une situation fondamentale positive. Les opérateurs sont inquiets à son sujet. D'autant plus que on voit le Nikkei baisser alors que la BOJ, la Banque du Japon, opère un quantitative easing d'une importance historique. Malgré le quantitative easing japonais, et parce qu'en fait les opérateurs ont constaté qu'il ne fonctionnait pas, eh bien le Nikkei a déjà perdu 25% depuis ses plus hauts. Voilà. Côté entreprise, peu de news ce jour. Le secteur automobile, donc, on a 7,5% de hausse des immatriculations de voitures neuves sur un an. On a un rythme de hausse un petit peu moins fort ce mois-ci que les mois précédents. Forte hausse pour Renault avec 12,5% et faible hausse pour Peugeot avec 1,5% de hausse des immatriculations sur un an. L'automobile a bien rebondi, a bien surperformé ces 2-3 dernières années. Par contre, si les chiffres économiques venaient à se détériorer, eh bien, les perspectives pourraient s'assombrir. Donc, il faut faire attention sur ces titres qui sont correctement valorisés et qui se sont fortement appréciés. Sanofi a opéré des tests positifs concernant le dupilumab et pourrait soumettre ce médicament donc à la FDA au 3e trimestre. Lorsqu'une société pharmaceutique soumet un produit à la FDA et qu'il est accepté, ça lui ouvre tout le marché américain et c'est donc un fort potentiel de vente. Valeo a confirmé l'acquisition de l'allemand Spheros. Et puis, Société Générale a vu sa recommandation relevée par Barclays. Côté statistique, on a eu les ventes au détail allemandes hier qui sont sorties négatives alors qu'elles étaient attendues positives. Elles sont sorties à moins 0,4 contre les 0,3 attendus. Le PIB anglais est supérieur aux attentes à 0,6% contre les 0,5 attendus. Le PIB canadien, lui, a fait bien supérieur aux attentes puisqu'il a doublé par rapport aux attentes. Il est monté de 0,6 alors qu'on attendait 0,3. Et puis hier, on a eu des stocks de gaz inférieurs aux attentes, mais malgré tout, les cours se sont repliés
lié un petit peu les stocks de gaz étant plus ou moins en ligne avec les attentes. Ce jour, donc, statistique d'importance, le NFP, le nombre de créations mensuelles d'emplois à 14h30, accompagné du taux de chômage et du salaire horaire moyen aux États-Unis. Et puis à 16h, encore une batterie de statistiques avec les dépenses de construction, l'ISM manufacturier, l'indice de confiance du Michigan. On devrait donc avoir une très forte volatilité à 14h30 jusqu'à 15h. À 15h30, avec l'ouverture des marchés américains, ça devrait continuer d'être très volatile. Et à 16h, on devrait connaître un deuxième décalage dans l'après-midi. Donc c'est une après-midi vraiment clé, vraiment d'importance au cours de laquelle on peut connaître des signaux puissants sur ces marchés. On va maintenant passer à la plateforme de CMC Markets et voici rapidement la configuration graphique que je vais utiliser cet après-midi pour le live, dans laquelle nous allons voir le SP500 posé sur support, le CAC 40 posé sur support également, l'USD Yen neutre en attente de la statistique, le pétrole posé sur support et en attente, l'euro-dollar sur résistance juste au-dessus et en attente des chiffres, et puis l'or ici à droite. Le chiffre du NFP est attendu à plus de 200 000 créations d'emplois. Certaines banques voient même 220 à 240 000 créations d'emplois. N'oubliez pas qu'un chiffre très bon, voire trop bon, engendrerait potentiellement un effet paradoxal sur les marchés. En effet, si le NFP est vraiment excellent, eh bien cela plaide pour une hausse de taux peut-être plus rapidement que prévu. Qui dit hausse de taux dit pression sur les indices boursiers et dit rebond sur le dollar. Or, ces dernières séances, on avait des indices boursiers qui étaient bien orientés et un dollar qui baissait puisque Janet Yellen mardi a été très complaisante. Mais cet après-midi avec le NFP, la donne pourrait changer, donc soyez sur le qui-vive. On va passer sur ma configuration habituelle de la matinale, que voici. Vous voyez que j'ai déjà mes alertes qui se sont ouvertes. Sur la plateforme de CMC Markets, on a la possibilité de pouvoir mettre un timer et des alertes. Comme ça, 24 heures avant un événement clé, eh bien, le timer s'enclenche. Vous voyez donc j'ai mon timer ici sur le nombre de créations d'emplois et le taux de chômage. Les deux sont attendus dans 4h15 exactement. Alors, que s'est-il passé cette nuit et que se passe-t-il ce matin ? On a le Nikkei qui a perdu 3%. Donc voilà l'indice Nikkei. Depuis l'été dernier, le Nikkei est dans une grande phase baissière. Il est dans un bear market. À chaque fois, le Nikkei a échoué sous des résistances majeures et est reparti à la baisse. Vous pouvez voir que depuis un mois et demi, le Nikkei était dans une configuration de rebond technique comme l'ont été les indices européens et comme l'étaient les indices américains dans une moindre mesure, puisque les indices américains, eux, à moyen terme, ils restent neutres, ils ne sont pas baissiers, contrairement aux indices européens et asiatiques. Et donc là, le marché, de nouveau, vient de repartir à la baisse suite à la dégradation des chiffres économiques. Le fait que les indices comme ça, le Nikkei partent fortement à la baisse, donc a engendré une forte baisse ce matin sur les indices européens. Le CAC perd plus de 1%. On a un gap baissier. Est-ce un gap baissier d'éjection, de signal baissier? Nous le verrons cet après-midi. En effet, ce matin, le CAC 40 vient de toucher son support à 4300 points. Il s'en est approché. Si les statistiques de cet après-midi permettent au marché de conserver un certain appétit pour le risque et que le CAC 40 tient cette zone des 4300 points et remonte vers son cours d'ouverture, ce serait positif. S'il arrive à casser son cours d'ouverture à 4350 et finir positif, là ce serait un très beau signal haussier de tenue des supports. Si au contraire ce soir le CAC 40 venait à casser pour la première fois depuis un mois les 4300 points alors que nous entamons le deuxième trimestre 2016, ce serait potentiellement mauvais signe et ce serait potentiellement signe de la reprise de la tendance de fond qui est baissière. Vous voyez que depuis le mois d'août dernier, nous avons fait
une vague baissière, un rebond majeur, une vague baissière, un rebond majeur, et si ce rebond majeur venait à se terminer, une nouvelle vague baissière pourrait naître. On va passer au DAX, qui est un petit peu comme le CAC 40, mais jusqu'ici en plus solide. Vous voyez que le DAX était depuis 2 mois dans un canal haussier, et ce matin, il a fait un gap baissier sous son canal. Si on arrive à reprendre le cours d'ouverture et à réintégrer le canal, alors on annihilera les risques baissiers et on constatera que le DAX s'est tout simplement mis dans un range avec un support horizontal ici à 9750 points. Si par contre, ce soir, on enfonce le clou et on casse le support des 9750 points, cela voudrait dire qu'on a d'une part un gap baissier d'éjection baissière, d'autre part une rupture de canal haussier et en plus de cela une rupture de support horizontal, ce qui engendrerait très rapidement un passage de la tendance haussière à baissière. Souvenez-vous que l'on dit souvent que un marché passe haussier puis neutre avant de passer baissier. Ici, si on a échoué sous résistance, gapé à la baisse et cassé le support en l'espace de 4 jours, ce serait une violente relance de la dynamique baissière qui, je vous le rappelle, donc, est une dynamique de fond sur le DAX. Le DAX a inscrit un point haut en avril dernier, il y a pratiquement 1 an maintenant, à 10 jours près. Il a engendré une forte tendance baissière pendant plusieurs mois, puis un rebond technique majeur, puis une tendance baissière de fond, un rebond technique, et vous voyez bien, quand on zoome sur ce rebond des 10 dernières séances, on se dit oui, c'est puissant, ça monte, mais quand on sait prendre un peu de recul et se rendre compte que la tendance est baissière à moyen terme, eh bien on se rend compte que ce rebond n'est pas si fort, pas si puissant, d'autant plus comparé au rebond sur les indices américains, et si des supports venaient à céder accompagnés de volatilité et de hausse des actifs refuges comme l'or ou le yen, eh bien cela serait signe d'une potentielle reprise de la tendance de fond à la baisse. Mais pour que tout cela soit confirmé, il va falloir que les indices boursiers majeurs donnent également à leur tour des signaux baissiers, ce qui n'est pas encore le cas, et c'est la raison qui nous fait invoquer une certaine prudence. Donc les indices américains sont montés pendant pratiquement 2 mois. Le SP500 a échoué ces 3 dernières séances sous une oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts depuis 6 mois. Et il pourrait revenir tester sa zone de support à proximité des 2040 points et de la MM 15 jours, ici. Si on revient sur ce seuil, c'est un test de support. Si on le casse, alors on mettrait en danger la tendance haussière. On passerait de haussier à potentiellement neutre. En effet, le SP500 passerait neutre dans la zone des 2000-2040 points. Et si par la suite le SP venait à casser les 2000 points, on parlerait d'une reprise de la tendance baissière. Pour l'instant, il faut juste remarquer que le SP500 est dans un grand range de moyen terme. On est passé très vite de la borne basse à pratiquement à la borne haute. Et puis il y a aussi un détail qu'il faut noter quand même sur le SP500 depuis l'été dernier, c'est que d'après la théorie de Dow, qui dit que si des plus hauts sont de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, la tendance est baissière, eh bien vous remarquerez que depuis 6 mois, à moyen terme, on peut considérer que la tendance du SP500 est à pente baissière. On ne peut pas parler de forte tendance baissière, mais techniquement parlant, les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas également. Maintenant que nous avons retrouvé les plus hauts et si nous échouons, eh bien, nous pourrions redémarrer dans l'autre sens à la baisse. Et le support clé est à 2040 points. L'autre indice américain, le Dow Jones, le voici. Même constat. Oblique baissière qui passe par tous les plus hauts, mais depuis juin dernier, donc depuis pratiquement 9 mois. La différence avec le SP500, c'est que le Dow Jones n'a pas fait des plus bas que le précédent. Il est plus solide. Donc sur le Dow Jones, en fait, on est comme dans un grand triangle de moyen terme. On a tenu la borne basse, on vient de retrouver la borne haute. Si on échoue sous la borne haute, ce qui est le cas pour le moment, on pourrait repartir à la baisse.
et continuer d'évoluer dans ce grand triangle de moyen terme. Alors vous voyez qu'ici le Dow Jones est haussier dans un canal haussier, il a échoué sous résistance, et s'il venait à casser la borne basse de son canal haussier ce soir, ce serait potentiellement un signal de retournement de tendance avec des risques baissiers de nouveau. Voilà, donc comme d'habitude, on a le Dow Jones qui est le plus fort, ensuite le Nikkei, ensuite le DAX, ensuite le CAC et ensuite le Nikkei qui est le plus faible. Donc Dow Jones, SP500, DAX, CAC, Nikkei. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit ces dernières séances, généralement, un acheteur va privilégier les indices forts que sont les indices américains et un vendeur les indices faibles comme le Nikkei. Et en fait, quelqu'un qui est à l'achat depuis une semaine sur les indices américains, il gagne de l'argent. Et quelqu'un qui est à la baisse depuis une semaine sur le Nikkei, il gagne de l'argent aussi. Comme quoi, quelle que soit votre vision de marché, si vous choisissez le bon actif, vous pouvez réaliser des gains. On va passer sur les actions, il ne se passe pas grand-chose. On va passer directement sur les matières premières. Donc sur les matières premières, on a un rebond des métaux, palladium, platinium, or, cuivre. Alors on va regarder l'or. L'or est à la croisée des chemins. À 1235, on a le haut du canal baissier sur l'or et à 1240-42, on a la résistance horizontale. Si cet après-midi, les statistiques font baisser fortement le dollar, l'or pourrait s'extraire de son canal baissier et challenger sa résistance. Et si elle la passe, on pourrait avoir une belle appréciation des cours en direction des plus hauts annuels. Au contraire, si cette statistique engendre un regain d'intérêt pour le dollar américain, l'or pourrait jouer sous son haut de canal et revenir vers la fameuse zone des 1200 $ qui est une zone de soutien à moyen terme. Donc est-ce que l'or va casser les 1240 et donner un signal ou au contraire revenir vers les 1200 ? Nous devrions avoir plus d'éléments à ce sujet cet après-midi. Toujours dans une optique de diversification, donc le jus d'orange a été intéressant ces dernières semaines. Vous pouvez voir qu'alors que certains essayent de se dépatouiller sur les indices européens qui ne sont pas lisibles et qui ne sont pas évidents, sur les matières premières, eh bien, il y a des opérateurs qui profitent de beaux signaux haussiers. Le jus d'orange a, dans un premier temps, validé un support, dans un second temps, cassé une résistance, dans un troisième temps, accéléré vers résistance, dans un quatrième temps, gapé à la hausse et cassé sa résistance. Et tant que le jus d'orange cassera des résistances et qu'il tiendra les précédentes, donc tant qu'il est au-dessus des 140, il peut continuer de s'apprécier. Si on retourne sous les 140, on invalide le signal qui a été donné hier. En tous les cas, le jus d'orange, ici, enregistre une hausse de 20% en l'espace de 15 jours, soit une des plus fortes performances par rapport à tous les actifs de la planète. Le pétrole, le voici. Et donc le pétrole, il est toujours dans cette situation de baisse avec forte volatilité en séance. Vous voyez que tous les jours, on a forte hausse, forte baisse. Il n'y a pas de forte baisse des cours du pétrole. Il a juste perdu 3-4% en l'espace d'une semaine. Ce n'est pas grand-chose au regard de la hausse précédente. Ici aussi, je pense que le dollar aura une importance clé cet après-midi. Si le dollar baisse fortement, on pourrait avoir le pétrole qui en profiterait, qui remonterait vers les plus hauts de la semaine, vers les 39 $. Au contraire, si le dollar est très recherché, parce que par exemple on a un NFP excellent, eh bien la correction pourrait s'amplifier en direction des 35,50, les plus bas ici du 15 mars et de la MM 20 jours, et dessous des 34 $. Concernant le gaz naturel, je vous disais tout à l'heure que les stocks sont ressortis inférieurs aux attentes, mais malgré tout, on s'était bien apprécié depuis une semaine et on était sur un haut de range. Le haut du range n'est pas passé à 1,92 et donc on reste en zone de neutralité. Pour ceux qui avaient acheté le bas du range et qui sont sortis sur le haut du range, c'était quand même une belle performance de 150 points, de pratiquement 10%. Parfois, il faut ne pas faire preuve de gourmandise quand un actif n'est pas dans une tendance forte. Vous voyez, typiquement, le sucre ou le jus d'orange, c'était des tendances, des dynamiques fortes, alors que le gaz reste à moyen terme dans une dynamique baissière qui pèse énormément sur les cours.
Le riz continue de baisser, comme je vous l'ai dit, tant qu'il n'est pas sorti par le haut de sa figure, eh bien, il peut baisser. Et vous voyez ici qu'il est même sorti par le bas. Je vais devoir donc revoir la configuration du sucre. Peut-être que potentiellement, eh bien, on va avoir la création d'un biseau avec une borne basse plus basse. En fait, la configuration actuelle me rappelle un petit peu plus ce qu'il avait fait en 2014, début 2015. Il s'était mis dans une sorte de canal baissier, entre un canal baissier et un biseau. En fait, dans un biseau, vous avez les courbes qui convergent et ici, elles convergeaient un petit peu, mais faiblement. Alors que dans un vrai biseau, elles convergent fortement. Donc, on a eu une sorte de canal baissier avec un effet biseauté en 2014-2015. Le fait ici qu'on ait cassé la borne basse que j'avais tracée, eh bien, me fait penser qu'on est peut-être de la même façon dans une sorte de canal ou biseau descendant. D'ailleurs, si on devait tracer un canal, juste pour voir, ça nous donnerait une borne basse. Oui, vous voyez, peut-être que le canal, en fait, est la figure la plus représentative de ce qui se passe, puisque quand on trace un canal, on voit ici que la borne basse a été testée très proprement. Donc, je vais considérer désormais un canal et je vais, de la même façon que j'ai attendu patiemment l'année dernière que les cours sortent par les hauts, eh bien, je vais attendre que un jour, peut-être, les cours réagissent et repartent à la hausse et sortent de cette structure à la hausse. En attendant, c'est baissier. Quoi d'autre? Le sucre consolide, le café arabica continue de tenir sa zone de soutien. Alors, il se fait des frayeurs, mais il ne casse pas. Le support est à 123 et il n'a toujours pas cassé. Pour l'instant, le café reste sur cette borne-là, donc les perspectives haussières, tant qu'on tient ce niveau, continuent de perdurer. Si et seulement si on casse les 123, on repart à la baisse et on réintègre le canal baissier de moyen terme. Mais si on tient le support ici et qu'on relance, alors on aura une relance de la dynamique haussière que l'on a connue au mois de mars. Et puis concernant le sucre, comme je vous l'ai expliqué, le fait qu'on ait eu un grand chandelier baissier ici pèse sur les cours. Le sucre est donc reparti à la baisse. En fait, le sucre revient tester la zone de prix des 15 ici. Donc on a eu un mouvement haussier, un repli violent, un fort mouvement haussier. Ici, peut-être qu'on est en train de revenir tester cette zone de prix-là. On attendra de voir si cette zone de prix est favorablement testée, si les cours repartent. Mais pour le moment, j'ai l'impression que la hausse semble terminer à court terme, comme je vous l'avais expliqué dès la semaine dernière, voire même il y a 10 jours, vous expliquant qu'après un rallye haussier de 25%, il serait légitime que les cours consolident. Et puis, concernant... Alors, j'ai Thierry qui me demande concernant le cacao et le soja. Donc, on va regarder ça pour terminer sur les matières premières. Alors le cacao, le voici. Le cacao, généralement, je le regarde en données hebdomadaires. Donc le cacao, on avait fait un constat ensemble, c'est que l'année dernière, en 2014-2015, là, il évoluait dans des ranges entre 2700 et 3000 ou entre 3000 et 3390, donc 3400. En début d'année, j'attendais de voir en fait ce que les cours allaient faire, puisqu'ils étaient ni sur support ni sous résistance. Les cours sont violemment revenus sous résistance, puis ici, on a eu un fort reflux et une réintégration du range précédent. Donc vous voyez ici, on a une forte baisse des cours et la semaine suivante, on a eu un rebond vers les 3000. Et en fait, le rebond de cette semaine vers les 3000 était peut-être un test de nouveau de cette zone de résistance qui semble faire blocage. Et tant que cette zone de résistance sera active, eh bien, les risques de revenir tester le bas du range sont importants. Et puis concernant le soja, où est-il? Le soja est là. Alors le soja, c'est intéressant. Donc il est dans un range à moyen terme, après une forte tendance baissière. Et on en a déjà parlé un petit peu, Thierry, me semble-t-il. Il faut que le soja arrive à casser la zone des 920 ici, soit les plus bas ici de mai 2015, les plus hauts d'octobre. Donc il faut qu'on arrive à casser clairement cette zone de prix-là, au-dessus de 920, et que la volatilité accélère pour valider
une sortie haussière et un signal haussier potentiel sur le soja. Car si de nouveau il échoue sous la borne haute, il pourrait revenir en bas de son range. Alain me dit tout à l'heure, je crois que le US30 c'était le bon du trésor à 30 ans, enfin c'est ce que je pensais. Non Alain, le US30 c'est le Dow Jones. C'est les 30 plus grosses valeurs américaines. Le SP500 c'est les 500 plus grosses valeurs, l'USD30 c'est les 30 grosses valeurs du Dow Jones. Alors, quand on classe les produits en termes de performance dans les devises, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que l'euro et le dollar sont recherchés contre plusieurs devises émergentes. Ça, c'est le dollar américain contre le dollar mexicain. Et il se trouve qu'on est sur un support clé. Et il se trouve que le dollar contre le dollar mexicain, c'est une paire qui a tendance à s'apprécier quand les marchés partent à la baisse. Vous pouvez voir que début 2016, on a une baisse sur les marchés boursiers, cette paire s'est appréciée et que depuis un mois et demi, elle baisse. Vous voyez que l'USD MXN, donc le dollar contre le dollar mexicain, est pile poil sur support. Donc de la même façon que les indices boursiers sont remontés vers des résistances, cette paire est revenue sur support. Si cet après-midi le dollar venait à s'apprécier, cette paire pourrait repartir à la hausse et cela signifierait de l'aversion au risque et une baisse sur les indices boursiers. Ensuite, l'AUD-NZD. Alors l'AUD-NZD, je vous avais montré cette paire et on était arrivé à deux conclusions. Première conclusion, la zone des 1,13, 1,14 est une zone de résistance majeure. Donc étant donné que les cours étaient passés rapidement de 1,06 à 1,13, il était légitime que les cours consolident sous ce seuil-là. Après, à moyen long terme, je vous avais expliqué qu'ici, on a une figure en ETEI potentielle. Et c'est marrant parce que j'ai vu plusieurs autres analystes parler de cette ETEI la semaine dernière alors qu'on était au plus haut sous résistance. Une ETEI ne se valide que si on casse la résistance en cours de clôture, soit les 1,14. Donc pour le moment, on est dans un grand range de moyen terme et on a échoué sous résistance. L'ETEI, pour l'instant, elle n'est absolument pas validée. Après, dans les paires du Forex, on retrouve l'AUD-USD en hausse encore ce matin, mais c'est la seule devise qui arrive à s'apprécier parmi les majeures contre le dollar. Vous voyez que l'AUD pourrait très bien continuer de monter, mais qu'il pourrait avant cela revenir vers support. Et donc, il peut très bien consolider un petit peu. L'euro-dollar, le voici. Alors, l'euro-dollar est en forte appréciation depuis lundi. Ça fait 5 séances d'affilée qu'il monte. Alors, vous pourriez me dire, oui, ça fait 5 séances d'affilée qu'il monte, donc ça veut dire qu'il pourrait s'épuiser. Moi, je ferais plutôt le constat inverse, c'est-à-dire que ça fait 5 séances d'affilée qu'il monte. Ça veut dire que les opérateurs sont très friands de cette paire. Donc, de la même façon, si cet après-midi, le dollar baisse, on pourrait avoir une nouvelle appréciation des cours et aller chercher très rapidement la zone des 1,15. Par contre, vous voyez qu'on n'a pas clairement cassé la zone des 1,1370 en cours de clôture. Et donc, si cet après-midi, le dollar s'apprécie et que l'euro-dollar repasse violemment sous les 1,1370, on aura potentiellement un double top sous ce prix-là. Donc, vraiment, le NFP cet après-midi va être un catalyseur d'importance puisque, comme je viens de vous l'expliquer via de très nombreux actifs, nous sommes à la croisée des chemins. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. J'ai même fait une matinale plus que complète et j'espère que tout cela a été clair. Nous avons des prémices baissiers, nous avons des indices qui étaient jusqu'ici baissiers qui repartent à la baisse, nous avons des indices qui étaient jusqu'ici neutres comme en Europe qui se font des frayeurs. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux forts, il n'y a pas de forte chute des cours. Donc, attention à tout cela. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon appétit et puis j'espère vous retrouver tous à 14h15.